Bonjour, bienvenue à tous. Donc bienvenue à tous à notre 12e rencontre des CIO Talk organisée en fait par le Centre Entrepreneuriat et Innovation de l'École Polytechnique. Donc je suis Mathilde Pruvot et je suis rattachée au pôle communication du Centre Entrepreneuriat et Innovation de l'École Polytechnique. Et donc aujourd'hui, donc pour notre 12e édition, nous avons le plaisir d'accueillir Nelly Pitt qui est donc fondatrice de la société Beauty Mix. Voilà, donc bienvenue Nelly, merci beaucoup pour d'avoir répondu à notre invitation. Donc Beauty Mix, très rapidement, c'est un robot, une balance, des produits naturels et une application au service de la fabrication de produits cosmétiques et d'entretien maison. Voilà, donc évidemment, donc Nelly va vous en parler beaucoup plus dans quelques minutes. On va donc avoir le plaisir de partager 1 heure avec vous sur votre projet, votre parcours entrepreneurial, vos expériences, vos conseils, recommandations, et vous aurez aussi la possibilité d'échanger donc avec Nelly sur le chat que je viens juste d'activer. Sur le côté droit de l'écran. Voilà, donc avant de démarrer la session, je laisse la parole à Nicolas Bosch, qui est responsable communication marketing du Centre Entrepreneuriat et Innovation de l'École Polytechnique. Voilà, je te laisse la main, Nicolas. Si tu peux remettre ton son, voilà. Merci, excusez-moi. Merci beaucoup Mathilde et merci, bienvenue à tous. Alors les CIO Talks internationaux, ce sont des événements qui sont proposés dans un écosystème qui est particulier, qui est un écosystème de start-up, qui est donc l'écosystème de X-Novation, l'incubateur de l'École Polytechnique, où on embarque des startups qui sont des startups en phase d'amorçage, une phase que vous avez connue, Nelly, puisque vous avez fait partie des incubés. Et le but, c'est à la fois d'animer notre communauté, de donner aussi des clés de compréhension de ce qu'est la tech pour un peu éclairer ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent en fait sur les réseaux notamment, avec des mots des fois qui sont un peu des mots valises, comme la disruption, la tech, mais derrière, il y a des choses qui sont mieux disantes, qui sont comme ce que vous faites Nelly par rapport à la bio. Et nous, ça nous intéressait de vous rencontrer justement à un moment où nous, on est en train de recruter notre nouvelle promotion, la promotion 14, puisque notre campagne d'appel à candidature se termine lundi prochain, et d'avoir un peu un effet rétro à la fois sur votre parcours, qui est un parcours en fait de start-upeuse à entrepreneuse, où déjà il s'est passé énormément de choses, puis à une manière de faire rayonner la bio et les cosmétiques bio à un moment où c'est quelque chose qui est finalement un peu dans ce secteur de la bio qui est pourtant bien mis en avant, un peu au second plan, alors qu'on parle beaucoup de tout ce qui est alimentaire. Le non alimentaire, on laisse un peu de côté, alors que ce que l'on ingère et ce que on se met sur la peau ou ce avec quoi on lave son linge, bah, c'est aussi important en fait. Donc ça nous intéressait vraiment de vous rencontrer dans ce cadre-là, Nelly. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec vous. On a un temps d'avance sur le côté alimentation. Et l'étape d'après, c'est de faire aussi attention à ce qu'on met sur sa peau. Donc, bah, je suis ravie de pouvoir en parler avec vous ce midi. Alors juste avant de commencer, Mathilde, tu peux nous expliquer un peu comment on peut interagir avec Nelly pendant la session? Alors voilà, donc je vous confirme, hein, donc il y a ce chat là, donc qui est sur à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires également, et on relayera évidemment les informations. Mais là, dans un premier temps, donc Nelly va se présenter pendant quelques minutes. Et puis après, donc on va continuer avec voilà une session de questions dans laquelle voilà on introduira aussi vos questions évidemment. Voilà. Donc n'hésitez pas. Merci Nelly. Merci à vous. Je suis ravie d'être ici, de parler un petit peu de tout cet écosystème autour de l'innovation à l'École Polytechnique. C'est un écosystème qui m'a beaucoup soutenue jusqu'à maintenant. Donc, si je peux inspirer d'autres personnes à rejoindre X-Novation, X-Up ou X-Tech, dont on va parler aujourd'hui, bah, ça sera une grande fierté pour moi. Donc, quelques mots sur mon parcours et pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je m'appelle Nelly Pitt et j'ai fondé une startup qui s'appelle Beauty Mix en 2018. Et c'est une startup que j'ai fondée après avoir travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe environnemental français. Donc, j'ai eu 15 ans d'une carrière, on va dire, plus classique, entre guillemets, d'ingénieur environnemental. Et à un tournant de ma carrière, j'ai souhaité changer de vie et surtout changer de projet professionnel. Et je sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes autour de cet âge critique qui est la quarantaine. Donc je sais que beaucoup de gens peuvent se poser la question et
je vais pouvoir vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça vaut le coup de sauter le pas et de se lancer dans un projet personnel entrepreneurial. Au départ, ce projet entrepreneurial, c'était juste une idée qui est partie d'un constat personnel. Donc, pour vous donner un petit peu l'historique, j'ai travaillé à l'étranger pendant très longtemps, et en particulier en Chine. Et c'est en Chine qu'est né mon premier enfant. Mon premier bébé est né à Shanghai. Et j'ai été confrontée à sa naissance à une crise de confiance envers les produits que je pouvais trouver dans le commerce, parce que j'avais très peur de mettre en danger la santé de mon enfant avec tous les problèmes de fake qu'il peut y avoir en Chine. Il y avait énormément de scandales autour de produits potentiellement dangereux, contaminés ou de fake. Et donc, c'est à cette époque que je me suis tournée vers le fait maison pour savoir à 100% ce que je donnais à mon enfant, que ce soit pour son alimentation, mais aussi pour ce que je mettais sur sa peau. Et donc, j'ai fait des purées bio comme beaucoup de parents, mais j'ai aussi commencé à faire du liniment et des produits de soins faits maison pour mon bébé. Alors, il se trouve que j'ai une carrière en génie environnemental, donc en chimie, donc une bonne connaissance de la chimie, et pour moi, c'était assez naturel de fabriquer des crèmes ou des lotions. Mais je me suis rendu compte qu'autour de moi, ce n'était pas aussi évident pour beaucoup de gens. Et donc, quelques années plus tard, en a découlé l'idée de Biotimix. Donc, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir fabriquer des produits faits maison pour le soin, l'hygiène, le maquillage, l'entretien de la maison. Tous ces produits un peu chimiques qu'on a tendance à acheter sur étagère sans réfléchir et sans forcément bien comprendre ce qu'il y a dedans. Moi, mon ambition, c'est que tout le monde soit en capacité de les fabriquer soi-même, pour des raisons de transparence, de confiance, de qualité et aussi d'impact environnemental, qui est vraiment très important pour moi. Et donc, j'ai eu cette idée fin 2017. Et pour me lancer, pour lancer ma start-up, vers qui me suis-je tournée ? Eh bien, vers l'école polytechnique. Et en fait, je vois la question qui apparaît où on me demande si je suis polytechnicienne. Effectivement, je suis polytechnicienne. Donc, j'ai fait l'X promo 2001. Mais en fait, c'est anecdotique, puisqu'il faut savoir que l'écosystème XAP XTAC est ouvert à tout le monde, hein, pas seulement aux polytechniciens. Moi, c'est vraiment une coïncidence. C'est du fait que j'étais polytechnicienne et que je recevais les informations de l'école que j'ai été au courant de l'existence de cet incubateur, avec en particulier un espace de prototypage super bien équipé. Et comme moi, mon souhait, c'était de développer une solution software plus hardware. Donc, je voulais développer une application mobile pour partager les conseils et les recettes de cosmétiques maison, et je voulais développer un robot à tout faire de la cosmétique maison, l'équivalent du Thermomix, mais pour la beauté. Et j'ai découvert qu'à Polytechnique, il y avait tout ce qu'il fallait pour prototyper, réfléchir à ce genre et lancer ce genre de projet. Et donc, j'ai candidaté au programme XUP, donc le programme d'accélération de l'école polytechnique, où j'ai été acceptée. Et donc, j'ai pu passer, voilà, c'était en 2018, 6 mois très intenses au sein de XUP pour vraiment lancer mon projet, donc partir de l'idée et en faire quelque chose de concret. Donc, concrètement, ce que j'ai fait pendant ce parcours d'accélération, c'est construire un business plan, construire une offre produit et développer cette offre produit, que ce soit sur l'aspect digital, donc applicatif, et sur la partie hardware. On pourra en revenir revenir dessus si vous avez des questions sur toute la partie plus détaillée du prototypage. Et je suis sortie du programme d'accélération fin 2018 avec un premier prototype que j'ai pu présenter au CES de Las Vegas en janvier 2019. Donc ça, c'était une très grande fierté. Et c'est au CES de Las Vegas que j'ai pu rencontrer dès le début des distributeurs, et donc en particulier Boulanger. Et ça a été un coup de cœur entre Boulanger et notre petit robot Biotimix. Et donc, quelques mois après le CES, donc en avril 2019, on a lancé
notre petit robot de cosmétiques maison chez Boulanger. Au début dans quelques magasins et puis très vite dans tous les magasins Boulanger de France. Et à partir de là, on a continué notre développement commercial en s'étendant dans d'autres chaînes de distribution. Et donc petit à petit, maintenant on est dans plus de 500 points de vente en France. Donc ce programme d'accélération, pour moi, ça a été vraiment le point de départ qui a tout rendu possible derrière. Et puis même depuis 2018, comme vous pouvez voir, je suis encore présente aujourd'hui avec vous. Donc l'accompagnement de l'école, pour moi, c'est aussi un accompagnement sur le long terme, même après la fin de l'accélération, ayant la chance de faire partie de cet écosystème. C'est quelque chose, c'est une famille à laquelle on appartient pour le plus long terme également. Alors, je vais revenir un petit peu sur plusieurs choses parce que, en fait, en quelques années, ça allait très très vite finalement votre aventure. Mais au départ, il y avait l'idée, puis il y a le prototype. Vous êtes un écosystème qui est très particulier où on est solide à Polytechnique parce qu'il y a des laboratoires, il y a un espace de prototypage. Comment vous avez travaillé ce prototype dans cet écosystème-là? Vous êtes parti de quoi en fait? Comment ça s'est concrétisé rapidement dans ce laboratoire en fait de produits? Alors, j'ai découpé mon projet en plusieurs parties. Quand on se lance dans un projet entrepreneurial comme celui-là, il y a énormément de choses à envisager et à développer. Donc, moi, j'ai découpé en plusieurs aspects que j'ai traités en parallèle. Donc, j'ai découpé l'aspect design esthétique, l'aspect fonctionnel et l'aspect applicatif. Donc, pour la partie design esthétique, j'ai travaillé avec un designer. Et là, on a pu bénéficier de tout ce qui était impression 3D dans l'espace de prototypage pour imprimer des rendus réels de nos projets hardware et puis avoir un rendu qu'on puisse manipuler, tester, présenter. Ensuite, pour la partie fonctionnelle, là, j'ai travaillé par itération donc sur la partie... Il y a aussi un banc de prototypage électronique dans l'espace Fab Lab. Donc, j'ai commencé par travailler sur du Arduino, pour ceux qui connaissent. Donc, vraiment des blocs de base pour vraiment tester des fonctions de base. Et j'ai vraiment effectué un travail d'itération et de simplification de mon projet. Je pourrais en parler plus en détail, mais au départ, je voulais faire un robot ultra connecté et ultra intelligent. Et au final, j'ai fait un robot très simple, très basique, pour obtenir le même bénéfice client, mais avec un coût de revient beaucoup plus intéressant pour le client. Et la troisième partie, c'est la partie applicative qui là, a été faite plutôt en dehors des espaces de prototypage, parce que c'est vraiment du digital, mais toujours accompagné par en particulier les autres startups qui étaient avec moi incubées. Parce que l'avantage de participer à un programme d'accélération, c'est aussi de côtoyer d'autres startups qui sont à des stades de développement similaires, avec qui on peut énormément échanger d'idées, de conseils. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est une des choses, je pense, qui apporte le plus quand on démarre, c'est de pouvoir échanger avec des pairs. Alors, j'aurais une question là-dessus parce que vous parliez finalement de la vision client, parce que c'est quelque chose, effectivement, vous êtes parti d'un besoin, vous étiez de l'autre côté en tant que mère, en tant que consommatrice, et tout à coup, quand on se pose la problématique de la commercialisation à un moment, on se pose la problématique du client. Comment on l'approche, le client, quand on est dans une start-up, en fait? Alors ça, c'est fondamental de penser au client dès le départ et que le client soit le point central. Quand on est porteur de projet, qu'on a une idée en tête, on est toujours persuadé que son idée est la meilleure et ne pas la confronter au marché, je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Et donc, confronter son idée au marché, comment ça peut se faire? De plein de façons différentes. Bon, déjà en étudiant le marché existant. Moi, il se trouve que j'ai étudié ce qui existait déjà sur le marché et en particulier, j'ai découvert en faisant mes recherches que Rowenta, donc une marque de Seb, du groupe Seb, avait déjà essayé de lancer un produit similaire, un petit robot pour fabriquer des crèmes. Ils ont lancé ce produit-là en 2014 et ça a fait un flop total. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rencontrer la chef de produit qui avait travaillé sur ce projet. Et j'ai pu débriefer avec elle, échanger avec elle et comprendre ce qui avait marché ou pas marché sur ce produit et surtout ne pas répéter les mêmes erreurs. Et
une des choses qui était sortie de cette discussion, c'était que le prix était élevé et que c'était un vrai frein sur ce marché. Donc, c'était une information hyper intéressante. Après, la deuxième chose à faire, c'est bien sûr de discuter avec des clients. Donc ça peut se faire en allant parler avec des gens, donc dans mon cas, qui pratiquent la cosmétique maison et en leur demandant quels sont leurs besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qu'il faut absolument faire. Et ensuite, il faut savoir que quand on parle avec les gens, comme il y a une sympathie qui se crée quand on discute avec eux, ils ont tendance à être très positifs parce qu'ils veulent vous encourager dans votre projet. Donc, ils ne sont pas forcément neutres, ils ont tendance à plutôt surévaluer leur envie d'acheter. Par exemple, si vous leur demandez en phase 2, est-ce que vous achèteriez mon produit, ils vont avoir tendance à dire oui. Donc, ce n'est pas forcément réaliste. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi des tests digitaux où en fait j'ai lancé des pubs sur Facebook avec un faux produit juste pour voir comment ça réagissait. Et là, c'est beaucoup plus neutre. Les gens vont sur une page pour acheter et on peut vraiment évaluer si l'appétence pour le produit est réelle et c'est pas juste un effet de sympathie quand on est face à face avec quelqu'un. Alors, il y a juste 2 questions de Christophe qui nous demande justement, pour aller un peu plus loin dans cette démarche produit, si ces produits ils ont été présentés à des clients potentiels pour avoir des retours. Ouais. Est-ce que vous avez fait du testing en fait à un moment avec des panels de clients? Oui, j'avais un petit groupe de testeurs, une dizaine de personnes qui testaient régulièrement l'avancement de mon produit. Alors, c'était des personnes de mon cercle proche, des personnes que je connaissais déjà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elles n'étaient pas forcément objectives toujours, mais au moins, ces personnes-là me donnaient aussi des retours sur la fonctionnalité du produit, est-ce que c'est facile à utiliser, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, c'était tous des retours très intéressants. Et ensuite... Alors, oui, alors là, il y a des questions un peu en amont par rapport au programme X-Up. Alors, on va vous répondre tout de suite. Oui, en fait, il faut aussi contextualiser aussi le programme, étant donné un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que oui, on peut suivre le programme à distance, mais que ça sera jamais à 100%. Et on recommande vivement de le suivre un maximum en présentiel, mais il est possible de faire des aménagements et il est possible, évidemment, on a aussi des startups qui viennent de l'étranger ou de province. Donc c'est possible en fait, hein, voilà, tout est possible, mais l'idée est d'optimiser aussi le présentiel et donc le contact réel. Donc voilà, mais les aménagements sont possibles et ça c'est vraiment à discuter au cas par cas. Alors une autre question, Nelly, sur la campagne Facebook. L'approche produit intéresse beaucoup, mais on reviendra quand même sur des choses un peu moins marketing. Comment tu as géré justement la déception de celui qui voulait acheter le produit, qui croyait dur comme fer en fait à cette campagne-là? Alors, c'était comme j'avais mis des petits budgets pubs, je n'avais pas touché énormément de gens. Ensuite, je n'utilisais pas mon nom de marque, parce que bien entendu, c'était des campagnes incognito, donc pas de lien avec le produit. Mais par contre, ça fait des leads pour la suite. Donc, tous ces contacts potentiels, je les ai conservés quand j'ai fait après ma première campagne de pré-vente. Donc, en décembre 2018, on a fait une campagne de pré-vente sur notre premier lot de fabrication. Et donc, ces gens-là ont pu acheter en avant-première les tout premiers robots qui ont été vendus. Et il s'est passé un delta d'un an à peu près entre les deux. D'accord. Ok. Ouais. C'est vraiment important. Hein, je tiens vraiment à insister là-dessus. Et moi, je suis vraiment reconnaissante à X-Up de leur accompagnement pour cet aspect confrontation au marché et puis intégration du business plan dès le début du prototypage, parce que de déjà réfléchir à comment on va distribuer son produit, ça permet de réfléchir du coup à la marge qu'il va falloir consacrer à un distributeur, à un revendeur ou à la logistique, vraiment bien comprendre sa structure de coût en amont pour pouvoir cibler son coût de revient dès le début. Et ça conditionne énormément le développement produit. Et alors, donc je rebondis justement, quel est votre business model par rapport aux différents services que vous proposez actuellement? Très bonne question. Donc,
On a lancé donc le robot à la vente en avril 2019. Donc, on vend un petit robot de cosmétiques maison qui s'appelle Biotimix. Et on vend également tous les ingrédients et accessoires qui vont avec pour vous permettre de fabriquer facilement vos produits du quotidien sans vous poser de questions. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une offre clé en main. Et on a de A à Z, de la recette à l'ingrédient et au contenant final pour mettre son produit fini. Voilà, on peut tout trouver chez Biotimix. Et on vend notre robot à la fois sur notre site en ligne et notre application mobile et en magasin. Donc, notre business model, c'est de vendre nos robots en magasin. Donc, on est par exemple chez Fnac, Darty, Boulanger, Nature et Découverte, partout en France. Et ensuite, l'achat d'ingrédients et le réassort d'ingrédients sur le long terme se fait via notre application mobile, où on retrouve également toutes les recettes, ou via notre site internet. Donc l'appli Biotimix, c'est une appli qui est gratuite, qu'on propose sur tous les stores, et qui est vraiment une appli qui invite à découvrir la cosmétique maison complètement gratuitement. C'est une invitation à découvrir tout cet univers. Et ensuite, c'est par ce biais-là qu'on reste en contact avec nos clients, qu'on partage les nouveautés, qu'on partage les nouvelles recettes, qu'on partage les conseils, et puis qu'on propose nos nouveautés, nos produits, nos ingrédients et nos accessoires. D'accord, donc il y a vraiment autour de votre produit. Ouais. Notre but, c'est vraiment de créer une communauté autour du fait maison, que les gens qui se lancent dans la cosmétique maison avec Biotimix aient une communauté de soutien autour d'eux, avec les autres utilisateurs, des gens avec qui ils puissent échanger, poser des questions, échanger des recettes. Oui. Donc, on a vraiment un business model pas simplement d'électroménager, mais vraiment une communauté autour du fait maison. Et notre ambition, c'est vraiment de créer une nouvelle pratique, une nouvelle façon de consommer, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de passer d'acheter des produits tout faits à les fabriquer soi-même. Mais c'est une nouvelle façon de consommer que nous, on veut promouvoir sur le long terme, que ça ne soit pas juste une passade, mais que ça devienne une habitude. Et on veut rendre la chose tellement facile que ça devient une habitude, sans se poser de questions. Et est-ce que ça a été pour vous justement cet élément-là culturel en fait de pratique? Est-ce que ça a représenté pour vous un obstacle? Est-ce que c'était un challenge pour vous à travailler en fait sur la présentation de votre application, la façon dont vous communiquez? Complètement. La première réaction des gens quand on leur parle de fabriquer eux-mêmes leur crème, donc si on leur demande est-ce que ça vous intéresse de fabriquer votre crème hydratante ou votre shampoing, la première réaction dans 90% des cas, c'est « Ah non, trop compliqué » ou alors « Ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et donc, oui, clairement, cette question de difficulté et de temps que ça prend, c'est le frein principal. Et c'est vraiment ce que nous, avec Biotimix, on veut lever comme frein. Donc, rendre la fabrication maison à la fois très facile et très rapide. C'est vraiment... un clic et 3 minutes, top chrono, et c'est le robot qui fait tout. Et ça lève tous ces freins de la complexité et du temps que ça peut prendre. Donc maintenant, grâce à Biotimix, grâce à cette solution qu'on a développée, ça prend moins de temps de fabriquer son shampoing naturel, bio, 100% transparent au niveau de la composition. Ça prend moins de temps de fabriquer soi-même que d'aller à la parapharmacie du coin pour l'acheter. Et ça, c'était important. On va revenir un petit peu, par exemple, sur le financement de votre technologie. Comment ça s'est passé? Quels sont les mécanismes que vous avez utilisés? Parce que c'est une étape qui est vraiment importante pour le coup. Ouais, c'est une étape hyper importante. C'est un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant longtemps. Donc, j'ai la particularité d'avoir lancé un projet hardware, donc c'est-à-dire le développement d'un produit physique, ce qui requiert des fonds conséquents, puisqu'il faut investir dans de l'outillage de fabrication et il faut aussi investir dans du fonds de roulement pour la première production. Donc, c'est des fonds assez conséquents par rapport à un projet digital où on paye juste de la main-d'œuvre et puis on peut avancer au fur et à mesure. Donc, moi, j'avais une vraie problématique de financement. Et l'approche que j'ai choisie, c'est une approche, on va dire, plus traditionnelle, moins start-up et plus entreprise traditionnelle.
Moi, j'ai choisi de financer mon développement par de la dette. Et cela grâce à l'aide de la Banque publique d'investissement, la BPI, et de la région Centre-Val de Loire, puisque ma start-up est implantée à Chartres, en région Centre. Donc, ces deux organismes m'ont accordé des avances remboursables dans le cadre d'aide à l'innovation. Et la Banque populaire m'a accordé un emprunt en complément. Donc, avec ces 3 emprunts, j'ai pu financer mon développement initial. Donc, moi, je trouve ça important d'en parler parce que je trouve ça bien que les gens qui se lancent, les entrepreneurs qui regardent peut-être ce live et qui se lancent et qui cherchent des pistes de financement, sachent que la levée de fonds n'est pas une étape obligatoire, qu'il existe plein d'autres sources de financement. Donc, il est possible de financer son développement aussi avec de la dette. Et là, bon, clairement, moi, je suis persuadée que le fait d'être accompagné par l'école polytechnique et ce prestige de l'école polytechnique rassure également les organismes financeurs sur le sérieux du projet et aide à obtenir ces financements non dilutifs. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, il y a une autre piste qui est surtout à ne pas laisser de côté, c'est la piste de la prévente. Donc, c'est ce que nous, on a fait en décembre 2018. Et ça devient de plus en plus populaire, connu et assez standard de faire des préventes. Les gens maintenant comprennent ce qu'est le système de prévente. Donc, c'est-à-dire qu'on propose un produit à la vente alors qu'il n'est pas encore produit. Et donc, on récupère ce cash, cette trésorerie en amont pour pouvoir financer la production. Et les gens sont prêts à attendre 6 mois pour recevoir leurs produits parce qu'ils savent qu'ils soutiennent un projet innovant, un projet français, un projet qui leur parle, qui répond à leurs besoins. Donc, ce système de prévente, ça permet à la fois de valider le marché et de récupérer la trésorerie pour financer le lancement de la fabrication. Donc, ouais, c'est vraiment à ne pas hésiter. D'accord. Alors, on est pour un business model B2B. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut établir une relation de confiance avec l'entreprise à laquelle on s'adresse. Parce que pour une entreprise, quand on engage des fonds, c'est pas pareil que pour un particulier où on peut, voilà, le temps ou la perte d'argent, c'est juste une décision personnelle. Dans le cas d'une entreprise, il y a des comptes à rendre. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par exemple, avec les partenaires comme Boulanger, avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans et qui nous font confiance, pour notre prochain développement de produit, eux, ils sont prêts maintenant à envisager une prévente avec nous. Donc, je pense que c'est envisageable, mais il faut vraiment avoir déjà une relation de confiance qui se soit bâtie avec le partenaire professionnel pour que ça puisse se faire. On va reprendre une discussion de Julian sur la fabrication du produit physique, sur le hardware, parce qu'il vous demande justement, vous voulez savoir comment vos coûts de fabrication du produit physique hardware ont changé entre le prototype et la version industrielle et par quel type d'entreprise vous êtes passé pour la fabrication. Il veut savoir si c'est pas fabriqué par un tiers. Ouais, très bonne question. Alors, c'est 1 an d'itération pour passer du prototype au produit final. Et donc, dans mon cas, j'ai commencé par faire des chiffrages à la louche, donc moi-même en discutant avec des professionnels pour avoir des idées de prix. Et donc, j'ai fait une première simplification, moi, en coupant des fonctions, en fait, en coupant des fonctionnalités, en faisant vraiment en allant à l'essentiel et en simplifiant mon produit au maximum pour se recentrer sur les fonctions qui étaient vraiment indispensables. Donc, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été l'étape d'aller voir des industriels pour faire des devis plus précis, une fois que j'avais une BOM détaillée et puis des plans plus détaillés. Donc, je suis passée par un bureau d'études mécaniques pour faire ces plans finalisés et puis un bureau d'études électroniques pour finaliser la BOM. Avec ça, j'ai demandé des devis. Donc, j'ai commencé par faire des devis en France, puisque mon but, c'était de faire un produit made in France, 100% made in France. Et malheureusement, les devis que j'ai obtenus étaient trop élevés par rapport à mon coût de revient cible. Et donc, la dernière étape
que j'ai faite pour abaisser mon coût de revient, ça a été de faire le compromis, de faire du Made in China. Donc, j'ai finalement décidé de fabriquer mon produit en Chine. Donc, le robot qu'on vend actuellement, il est fabriqué en Chine parce que ça me permettait d'atteindre mon coût de revient cible et de pouvoir vendre mon produit. Donc, le prix de vente du Biotimix, c'est 129 €. 129 € TTC avec le robot et sa balance. Et avec mes devis Made in France, j'aurais eu un prix de vente à 249 €, ce qui était, d'après mes études de marché, trop élevé. Donc, une phase d'itération sur la fonctionnalité, ensuite une phase d'optimisation sur la BOM et puis on va dire tout ce qui est technique, dessin technique, et une troisième phase de devis et puis de trouver le fournisseur le plus compétitif. Justement là-dessus, Nelly, ton expérience en Chine t'a beaucoup aidé parce qu'on a une vision de la Chine qui est aussi un peu déformée. Toi, pour le coup, tu as une connaissance de l'industrie de la Chine et justement de ce qu'il peut y avoir de vertueux en Chine puisque tu étais ingénieur sur des problématiques de développement durable. Donc, comment finalement tu es entré, tu as réussi à trouver, c'est un compromis d'une certaine manière, mais à faire que tu restes dans quelque chose de vertueux avec la Chine? Oui, tout à fait. La Chine, c'est un pays où j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc, j'étais responsable, j'étais directrice technique à Shanghai pour Veolia et je gérais du coup des usines et l'impact environnemental d'usines en Chine. Donc je connais très bien la Chine pour son côté industriel, je connais ses bons côtés, ses mauvais côtés. Donc je savais dans quoi je me lançais quand j'ai décidé de fabriquer en Chine. Alors il faut savoir que la Chine, elle a encore maintenant une mauvaise image du Made in China qui est cheap and nasty, qui n'est pas de la très bonne qualité. Pour moi, ça, c'est vraiment une image qui est dépassée. Enfin, c'est plus du tout le cas maintenant. Tous les produits les plus high-tech sont fabriqués en Chine et les usines chinoises sont tellement récentes et puis mises à jour tous les 15 ans. Ils renouvellent leur parc machine. Enfin, les usines chinoises maintenant sont beaucoup plus modernes que les usines qu'on peut avoir en France en particulier. Donc, il y a ce côté image de la Chine qui, pour moi, est dépassé. Maintenant, la Chine, c'est une puissance industrielle moderne. Mais il faut quand même contrôler ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe sur place, d'aller sur place, d'auditer, de bien choisir son sous-traitant et de l'auditer régulièrement pour que tout se passe bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai noué une relation physique et réelle avec mon sous-traitant. J'ai tout audité de A à Z et tout vérifié pour être sûr que mon fabricant matchait mes exigences en termes de qualité de produit, d'impact environnemental et de conditions de travail. Voilà. Et la Chine, pour moi, dans le domaine de l'électroménager, est encore, malheureusement, je vais dire, le meilleur endroit où fabriquer son produit. C'est clair qu'ils ont une densité de tissu industriel qui est juste inégalée, qui leur permet d'être hyper compétitifs et hyper réactifs, de fabriquer les choses. Le lancement de fabrication, pour moi, s'est fait très rapidement. Ils ont été hyper efficaces. Et en tant que start-up, c'est hyper important parce que gagner 6 mois, c'est gagner 6 mois de trésorerie. Donc, ça peut faire la différence entre la survie ou la mort d'une start-up, clairement. Donc là, la Chine est vraiment un peu inévitable dans le domaine de l'électroménager. Et après, j'espère que le Made in France va se développer, qu'on va réussir à réindustrialiser la France. Et ça, c'est un peu mon ambition pour nos prochains produits. Et c'est aussi l'ambition d'autres startups françaises. Donc, je pense qu'ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de réindustrialiser la France et en créant une opportunité de marché en France, permettre aux industriels français de se moderniser, de renouveler leur parc machine, et puis d'entretenir un savoir-faire, entretenir ou recréer un savoir-faire qu'on a un petit peu perdu finalement au fil des années. Et donc c'est un souhait très fort pour moi qu'on puisse d'ici 10 ans faire de l'électroménager en France aussi facilement qu'en Chine.
Alors, il y a deux questions d'internautes. La première, qui est toujours sur les économies d'échelle en fait en Chine, c'est une question de Julien qui voulait savoir justement si vous avez eu besoin de faire des économies d'échelle pour la fabrication donc en Chine, c'est-à-dire il vous a fallu faire un grand premier investissement avant vos premières ventes pour produire un large volume afin que ce soit rentable. Alors, l'investissement initial, il est en termes d'outillage. Donc, c'est vrai que c'est un investissement qu'après, on doit rentabiliser sur la durée. Donc, moi, j'ai financé cet outillage par de la dette. Et après, bien sûr, plus je produis de robots, plus je rentabilise cet investissement initial. Et en termes de volume, le fabricant que j'ai choisi en Chine était un fabricant qui acceptait de commencer par des petites séries. Alors, quand je dis petite série, ce n'est pas une toute petite série. Mon premier lot de fabrication, c'était 1000 pièces. Donc, ce n'est pas tout petit, mais il faut aussi choisir un fabricant qui soit prêt à faire des volumes à la taille de ce que vous souhaitez faire. Et puis après, sur le long terme, on rentabilise les investissements initiaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y en a une deuxième qui est plus justement sur la cosmétique do it yourself. C'est quelqu'un d'autre qui souhaiterait savoir comment les clients peuvent se procurer les ingrédients pour fabriquer leur cosmétique do it yourself. Est-ce que c'est un abonnement en plus? Alors, moi, je vous invite à télécharger l'application Biotimix. C'est une application qui est gratuite. Voilà, je suis en train de l'ouvrir, je ne sais pas si on voit. Sur laquelle on peut retrouver toutes les recettes et tous les ingrédients. Et donc, les ingrédients sont à la vente à l'unité ou en pack. Donc voilà, depuis l'appli Biotimix, c'est très facile, on trouve tout ce dont on a besoin, on ne se pose pas de questions. Et on peut même faire un petit diagnostic de peau pour identifier les ingrédients qui correspondent à ses besoins personnels quand on commence et qu'on ne sait pas par où commencer. Okay, donc vous allez être très très loin dans la pédagogie pour s'accaparer la cosmétique do it yourself. Ouais, notre petite appli, pour moi, c'est le petit expert de cosmétique maison que vous pouvez mettre dans votre poche, qui vous accompagne et qui, si on l'a bien conçu et si on l'a bien travaillé, répond à toutes vos questions quand vous voulez sauter les pas. Alors, en fait, je voulais revenir un petit peu sur le côté financement. Donc, on sait que vous avez levé des fonds il n'y a pas très longtemps. Et donc, est-ce qu'il y a des postes sur lesquels vous avez porté vos investissements particulièrement, ou c'est en phase de réflexion sur du moyen terme? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc, avec Biotimix, j'ai participé à l'émission Qui veut être mon associé, qui est toujours diffusée sur M6 le mercredi soir. Donc, on est passé dans l'émission le 12 janvier. Et dans le cadre de cette émission, j'ai pu lever 300 000 € auprès d'un investisseur qui s'appelle Jean-Pierre Nadir, qui est un business angel multi-entrepreneur, qui nous a fait une offre et donc qui a rejoint l'aventure Biotimix en tant qu'associé depuis quelques mois. Et donc justement, le but de cet investissement, c'était de travailler sur le Made in France et de retravailler notre offre produit pour pouvoir proposer un produit Made in France. Alors, il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, moi, depuis le début. Je vois que la question a été posée, donc tous les ingrédients Biotimix sont fabriqués en France, donc sourcés en France dans des emballages éco-responsables, donc pas de plastique, des emballages en verre réutilisables. Et on travaille avec des ESAT, donc des établissements d'insertion pour personnes en situation de handicap, pour le conditionnement de ces produits. Et on a également commencé à rapatrier la fabrication du robot en France en commençant par la cuve. Donc le robot, il est en 3 parties. Il y a une balance de précision, un socle électronique qui contrôle le robot et une cuve en inox avec une manchette de protection en silicone sur le dessus. Et donc cette troisième pièce, la cuve, est maintenant fabriquée en France avec donc la partie inox qui est fabriquée par De Graines à Vire en Normandie, et la partie manchette silicone qui est fabriquée à Bourges chez Standard Gum. Donc on a commencé à rapatrier la partie non électronique et après l'étape suivante, ça va être de rapatrier aussi la partie électronique. Et là, c'est un petit peu plus complexe puisque, comme je pense que tout le monde le sait, tous les composants électroniques viennent d'Asie.
et que c'est un peu plus difficile de faire du made in France sur de l'électronique. Mais on va y arriver en se mettant à plusieurs startups, en recréant un tissu industriel français. D'accord. Donc ça, ce sont les toutes prochaines étapes de Butimix. Ouais, alors c'est pas des projets qui se font très rapidement, mais en tout cas c'est en cours. Et puis le passage dans l'émission sur M6, donc c'était il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant. C'était un vrai coup de projecteur et ça m'a permis de faire en 2 semaines autant de contacts que ce que j'aurais pu faire en 6 mois en temps normal, je pense. Donc j'ai reçu énormément de demandes d'industriels français me proposant leurs services. Donc ça, j'en suis hyper reconnaissante parce que je pense que ça va faire gagner énormément de temps d'avoir reçu tous ces contacts de personnes intéressées par la fabrication du Biotimix. Et j'espère qu'on va pouvoir très prochainement présenter notre nouveau produit Made in France. D'accord. Et vous avez des projets de développement à l'international en Europe? Vous avez des projets de développement à l'international? Alors complètement. Donc nous, on est déjà bien déployés en France, avec, comme j'ai dit, un peu plus de 500 points de vente. On a un peu plus de 15 000 clients en France. Et donc, très logiquement, on a commencé à regarder l'international. Donc, en septembre 2021, on a lancé Biotimix en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. On a commencé par les pays francophones, puisque vous l'avez compris, la dimension accompagnement est très importante pour nous. Et donc, pour l'instant, dans les pays francophones, c'est plus facile d'être aussi fort en termes d'accompagnement qu'on l'est en France, puisque la langue est la même. Et donc, on a bien réussi ces lancements avec un beau réseau de distribution en Suisse, chez Manor en particulier, une très belle chaîne de magasins, et en Belgique également. C'est la première étape et on va continuer ce développement en commençant par l'Europe et ensuite le reste du monde. Il n'y a pas de raison. Il faut savoir qu'en France, on est quand même un des marchés les plus matures en termes de cosmétiques maison. C'est un des pays où la cosmétique maison est le plus développée. Et donc, c'est vraiment top pour nous de pouvoir profiter de cette avance qu'a la France pour ensuite la diffuser à l'étranger. C'était juste rester sur le... Vous auriez des conseils à donner donc, aux futurs porteurs de projets de l'auditoire par rapport à cette approche de nouvelles applications à l'international. Et puis j'en profite aussi par rapport aux investisseurs. Est-ce que vous aurez des conseils à leur donner? Alors sur la partie internationale, nous on est très novices, puisque ça fait seulement quelques mois qu'on fait de l'international. Mais comme dans tout ce que je fais, moi je passe beaucoup de temps à discuter avec d'autres porteurs de projets, d'autres entrepreneurs, pour rassembler le plus d'avis, d'expériences possible. Et les retours que j'ai eus sont unanimes. Se lancer à l'étranger, c'est très compliqué. Donc, il ne faut surtout pas supposer qu'on pourra se lancer à l'étranger en appliquant exactement la même recette que celle qu'on a appliquée en France. Parce que chaque pays a ses spécificités, chaque pays a son marché, chaque pays a ses coutumes, ses modes de distribution, ses règles. Donc, en fait, à chaque nouveau lancement pays, c'est une nouvelle entreprise en fait à lancer et il faut être prêt à se réinventer à chaque fois. Donc, forte de ces conseils, nous, ce qu'on a décidé d'appliquer chez Biotimix, c'est de vraiment faire pays par pays, donc de pas vouloir aller trop vite. Vous avez remarqué, non, moi je vais jamais très très vite, je fais les choses une par une, mais de manière bien faite à chaque fois. Donc pour l'international, pareil, on fait pays par pays, mais à chaque fois, on fait l'effort nécessaire pour s'adapter au pays, bien le comprendre et rentabiliser en fait cet investissement, parce que chaque pays, c'est aussi un investissement à faire et ensuite il faut le rentabiliser avant de continuer. Après, il y a un choix à faire. Nous, on a fait le choix de ne pas faire de levée de fonds. Du coup, on doit toujours rester rentable pour continuer à progresser. L'autre solution, si on veut aller à l'international très vite, c'est de faire une grosse levée de fonds et puis de pouvoir tout attaquer en même temps.
J'aimerais bien ouais, vas-y J'aimerais Nicolas. bien justement sur cette maturité de la France comme marché, à quoi tu l'imputes en fait? C'est dû à quoi en fait que la France soit un petit peu l'éclaireur sur ce marché de la cosmétique bio, du do-it-yourself? C'est dû à la présence du leader de la cosmétique maison en France, mon concurrent principal, qui est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans d'existence et qui en fait a créé ce marché en partant de zéro. Et vraiment, c'est eux qui ont été précurseurs, qui ont lancé ce marché en France. Et je leur en suis très reconnaissante d'avoir créé cette pratique. Et j'ai une deuxième question sur ton choix justement de ne pas faire de levée de fonds pour rester rentable. C'était un choix qui était un choix conscient, c'est fait comme ça. C'était un parti pris d'entrepreneuse justement en disant qu'on ne souhaitait pas investir avec de la dette. Comment tout ça, enfin, comment tu l'as géré tout ça en fait? C'est un parti pris, c'est lié aussi à ma personnalité. Donc, je pense que chaque entrepreneur est différent. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, je viens de la terre, on va dire. Et donc, j'ai été éduquée avec cette logique du bon sens paysan, où on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, on fait des choses. Pour moi, avec mes valeurs et la façon dont j'ai été éduquée, ça n'a pas de sens de, de lever des fonds et de mener une entreprise qui n'est pas rentable. Mais ça, c'est vraiment très personnel et c'est très consciente que du coup, ça implique aussi un développement plus lent. Donc, c'est vraiment un choix à faire au départ et en fonction de sa personnalité, de ses envies, de ses ambitions. Le choix de lever des fonds et se développer très rapidement avec un fort risque du coup d'échouer. Ou se développer lentement en assurant ses arrières et en ayant une visibilité à long terme, mais une croissance plus faible. Et ça, je pense que ça dépend vraiment du marché, parce qu'il y a des marchés où il y a énormément de concurrence et donc il est nécessaire de se développer très rapidement pour exister. Et il y a des marchés comme le mien où les choses sont plus lentes. Il n'y a pas... nous, en tout cas, on est les premiers à vraiment innover sur ce marché et on a toujours cette place de premier à innover sur ce marché. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, de besoin d'aller très vite. Et ce qui me permet, moi, de rester fidèle à ma philosophie, de faire quelque chose de solide, de rentable et qui crée de la valeur. Mon objectif, c'était vraiment ça, c'était de créer de la valeur. Donc, de créer de la valeur sur tous les plans, valeur économique, sociale et environnementale. Merci Nelly. N'hésitez pas à vous poser vos questions, hein. On arrive plutôt vers la fin, donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est maintenant. Il y avait également le sujet en fait de votre équipe en fait. C'est vrai que dans le temps, j'imagine, voilà, vous avez commencé donc à deux. Comment ça a évolué, comment vous avez géré en fait voilà, les ressources humaines en fait par rapport à l'évolution de votre start-up. Ouais. Alors encore une fois, nous, comment s'est développé plutôt lentement par rapport à d'autres startups, même si, bon, quand je dis lentement, on est quand même passé de 2 personnes à 12 personnes, donc c'est pas si mal quand même. Et donc alors le recrutement, c'est vraiment quelque chose de clé. Avoir les bonnes personnes dans son équipe, c'est ce qui fait toute la différence. Moi, j'ai la chance avec Biotimix d'avoir vraiment une super équipe. Et comment j'ai recruté les personnes de mon équipe? Eh bien, ça a été quasiment à 100% sans poster d'annonce. Donc, j'ai embauché sur recommandation. Donc, j'ai par exemple notre formulatrice Ludivine qui est entrée en stage chez Biotimix sur les recommandations de sa prof de cosmétologie, qui était aussi la cosmétologue qui m'accompagnait au départ en tant que consultante pour le lancement de mon produit. Et à la fin de son stage, comme ça s'est très bien passé, je l'ai embauchée en alternance. Et à la fin de son alternance, comme ça s'était très bien passé, je l'ai embauchée en CDI. Ensuite, ma responsable commerciale, Caroline, elle était ma conseillère à la CCI. Et elle est passée de conseillère CCI à membre de l'équipe Biotimix, parce que le projet lui plaisait, on se connaissait déjà et voilà.
Ensuite, c'était par bouche à oreille. Florence, c'est notre responsable logistique, qui nous a envoyé une candidature spontanée. Pareil, parce que le projet collait à ses valeurs et puis son profil collait exactement à nos besoins. Donc, l'équipe a grandi comme ça petit à petit, quasiment uniquement par contact, réseau, bouche à oreille. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez particulier, mais ça me permet d'avoir une équipe où toutes les personnes qui sont à bord et dans notre petite équipe sont des personnes qui étaient attirées par le projet et qui ont fait la démarche de me contacter parce que le projet leur parle, les valeurs leur parlent. Et du coup, ça fait qu'on est complètement alignés et que ça se passe super bien. Et ça, c'est crucial. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes combien de personnes? On est 12 maintenant. 12, d'accord. Dont 2 stagiaires. D'accord, très bien. Nicolas, tu avais une question? Alors, on va peut-être revenir sur une question qui est un peu sur le fait que vous êtes aussi une femme entrepreneuse. Dans un secteur de la cosmétique, finalement, être une femme entrepreneuse dans un secteur qu'on met un peu par préjugé au féminin, c'était un atout, c'était pas un atout. Comment finalement cette aventure elle vous a permis le fait d'être une femme dans cette aventure de start-up, ça vous a permis d'avoir un gain pour avancer ou pas d'ailleurs? Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors moi, j'ai créé mon entreprise pour répondre à mon besoin. Donc, moi, j'étais déjà adepte de cosmétiques maison et j'ai créé le produit dont j'avais besoin, moi, en tant que mère, pour fabriquer des produits de soins et d'hygiène pour ma famille, alors que j'ai 3 enfants et que j'ai absolument pas le temps j'ai pas le temps. Et donc, en fait, je pense que le gros avantage que j'ai eu, c'est d'être ma cliente type. Enfin, j'ai vraiment développé le produit dont j'avais besoin. Et en fait, mes besoins correspondent aux besoins de beaucoup de jeunes parents. Et donc, on va dire que dans mon cas, le fait d'être une femme, ça m'a surtout aidée dans cette vision du besoin client, principalement. Et puis après, c'est sûr qu'être une femme, faut pas se mentir, dans le milieu entrepreneurial, ça aide aussi à être mise en avant parce qu'on est quand même moins nombreuses que les hommes, en particulier pour la partie hardware, électronique, etc. Et du coup, ça m'a permis quand même d'avoir des mises en avant très intéressantes. Typiquement, mon casting dans Qui veut être mon associé sur M6 doit en partie être lié au fait que je suis une femme et j'en profite au maximum, j'en suis très contente. Et on arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que voilà, vous avez un message à transmettre en fait aux porteurs de projets, aux startups, qui résumerait un petit peu cette aventure en fait entrepreneuriale et d'innovation? Mon conseil principal, on va dire, moi, ça va être de jamais laisser tomber. Il faut savoir qu'une entreprise, un projet entrepreneurial, c'est énormément d'échecs, mais chaque échec, en fait, pour moi, il faut le prendre comme une itération. Donc, chaque échec, c'est juste une occasion d'apprendre, d'améliorer son projet, son produit et d'aller plus loin. Donc, surtout, ne jamais désespérer, se relever à chaque échec et voir ça comme une force. Et deuxième point, c'est de savoir qu'ensemble, on est plus fort et qu'il faut au maximum échanger avec ses pairs, avec d'autres startups, avec d'autres projets, avec des clients, participer à des événements, être accompagné par des incubateurs. Voilà, réseauter au maximum, rencontrer le plus de gens possible pour confronter son idée aux idées d'autres. Et puis récupérer aussi tous les conseils qu'on peut récupérer tout le long du chemin. Voilà mes 2 conseils. Merci beaucoup. Nicolas, tu voulais rajouter une question, conclure? Non, je pense qu'on arrive au bout de notre rencontre. Nous, on était ravis de vous accueillir, Nelly. Merci beaucoup pour votre invitation.
Vous pourrez retrouver ce CIO Talk en rediffusion, en replay, en fait, sur notre chaîne, sur notre compte plutôt LinkedIn. Et on peut suivre aussi votre actualité, donc Nelly, sur votre site et votre appli. C'est ça, biotimix.fr, BEAUTYMIX, et puis notre application mobile qui est gratuite sur les stores Apple et Android. Tout à fait. Et donc, si vous avez des questions par rapport au programme d'incubation, n'hésitez pas à nous contacter. Je viens de l'adresse mail à contact-dei@polytechnique.fr ou nous contacter directement aussi, c'est très bien. Voilà, donc merci beaucoup Nelly Pitt. Voilà, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Et puis, en attendant la prochaine rencontre qui aura lieu courant mars, on continue à échanger et on vous souhaite une bonne fin de journée. Encore un grand merci. Merci Bonne journée. Au revoir.